Très bien, bienvenue pour ce deuxième cours. Donc, au cours précédent, je vous ai parlé des chroniques de prix dans les marchés financiers, mais en fait, j'ai considéré ces prix comme un signal comme un autre, comme le signal d'un écoulement turbulent ou je vous ai parlé de tremblement de terre. Donc, les prix dont je vous ai parlé au cours précédent, finalement, sont très abstraits et aujourd'hui, je voudrais revenir à ce que ces prix sont censés vouloir dire. Et donc le thème du cours d'aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre à la question classique en économie, qui est de savoir si les prix sont efficients. Et donc je reviendrai sur cette notion dans une seconde. Et pour ce faire, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les marchés financiers, je vous parlerai de l'écologie, de quels sont les acteurs des marchés, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, et justement leur interaction conduit à un phénomène émergent qui est le prix et sa statistique, qui était la description de la semaine dernière. Donc que reflètent les prix de marché finalement? Et on verra qu'il y a donc deux théories ou deux visions du monde qui s'affrontent assez sévèrement, qui sont assez radicalement différentes. La vision classique en économie, c'est que les marchés sont efficients, ce qui veut dire que ces prix reflètent fidèlement la valeur fondamentale et donc ne changent que parce qu'une nouvelle non anticipée, une nouvelle information, devient connue et donc fait que le prix ou la valeur de l'actif correspondant, que ce soit une action, une devise, etc., change. Et donc on pense au prix comme à la dynamique de prix comme affectée par des chocs exogènes, qui en réfléchissant un peu devraient être relativement rares. Et donc déjà, on a un problème parce que les prix bougent tout le temps, et donc j'y reviendrai en détail. Mais essentiellement, la théorie classique consiste à dire qu'on a une valeur fondamentale, personne ne la connaît vraiment, mais justement les marchés financiers permettent d'agréger l'information détenue par tous les participants, de la moyenner en quelque sorte, et de faire émerger donc, moyennant un certain nombre d'hypothèses, le vrai prix de l'action ou de la devise, etc. A contrario, une théorie qui s'est développée depuis les années 80 et qui devient, à mon avis, de plus en plus crédible, c'est que la volatilité est en grande partie endogène, c'est-à-dire que les prix bougent principalement sous l'effet des transactions, que ces transactions soient informées ou non. On le verra, les transactions impactent les prix, ce sera l'objet du cours numéro 3, et donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez acheter ou vendre sur les marchés financiers, vous allez avoir une influence sur le prix, un impact, peut-être tout petit, mais l'impact agrégé de tous ces agents fait bouger les prix et les fait bouger donc en l'absence de nouvelles informations. Et donc, on est dans une vision beaucoup plus endogène du monde, ce qui permettrait de comprendre plus facilement les propriétés d'universalité que j'ai expliquées la dernière fois, puisque ça serait l'activité intrinsèque du marché qui conduirait à la statistique des prix, et non, si on croit à la théorie des marchés efficients, la statistique des chocs de la valeur fondamentale qui devrait être universelle, qui est beaucoup plus difficile à comprendre, puisqu'on aurait du mal justement à comprendre pourquoi la statistique des sauts sur un marché de matières premières ou sur un marché d'actions ou de devises devrait se ressembler autant. Et donc, comme je vous l'ai exposé la dernière fois, de nombreuses observations empiriques suggèrent une certaine universalité et donc favorisent ce second scénario de volatilité majoritairement endogène, qui pourtant pose un certain nombre de problèmes théoriques importants, parce que si les prix évoluent indépendamment de la valeur fondamentale du sous-jacent, on aurait à terme un découplage du prix de marché de la valeur fondamentale, ce qui n'est pas complètement satisfaisant. Mais on aurait aussi l'apparition de bulles, voire de cracks, qui pourraient être expliquées justement par ce découplage. Alors pour illustrer un peu le débat qui reste actuel entre ces deux visions du monde, je voudrais donc vous rappeler qu'en 2013, le prix Nobel d'économie a été attribué à 3 personnes, dont 2, Eugene Fama et Robert Shiller, qui s'opposent depuis
les années 80 sur justement ce thème de savoir ce que les prix de marché reflètent. Donc c'est assez intéressant de voir que le prix Nobel arrive à récompenser deux visions du monde complètement différentes et qui ne peuvent pas être vraies en même temps. Enfin, en tout cas, il faut réussir à réconcilier d'une façon ou d'une autre, et l'objet de ce cours est d'indiquer un certain nombre de pistes possibles pour essayer de comprendre comment ces deux visions pourraient être, dans une certaine mesure, réconciliées. Donc je voudrais citer un certain nombre d'écrits ou d'interviews que ces deux personnes ont donnés autour du prix Nobel. Donc, à nouveau, 2013, c'est très récent. Donc, Eugene Fama, qui est le défenseur de la théorie des marchés efficients, qui pense que, donc, à tout instant, les prix reflètent la valeur fondamentale, dit The word bubble drives me nuts. Frankly, I don't even know what a bubble means. Prices in 2008 started to decline in advance of when people recognized that there was a recession. That's exactly what you would expect if markets were efficient. Autrement dit, donc, Fama réfléchit à la crise de 2008 et dit les marchés sont effondrés en 2008 parce que les gens anticipaient une récession, alors que la vision du plus grand nombre, enfin en tout cas de l'homme de la rue, c'est plutôt le contraire, que les marchés financiers ont commencé à basculer à la suite de Lehman Brothers, mais que c'est une grande partie la perte de confiance dans les marchés financiers qui a induit, en tout cas, un effet d'avalanche et qui s'est répercuté sur l'économie. Alors, on peut rapprocher ce type d'affirmation d'autres affirmations en économie classique. Par exemple, Robert Lucas, qui est un autre prix d'économie, qui en 2009 dit « The 2008 crisis was not predicted because economic theory predicts that such crisis cannot be predicted ». Donc, autrement dit, en théorie économique, toute l'information disponible est déjà intégrée dans les prix, que ce soit les prix des marchés financiers ou les prix des biens. Et donc, les agents rationnels, de façon cohérente, s'accordent sur l'état du monde. Et puisque toute l'information est déjà reflétée, rien de plus ne peut être prédit, en particulier pas les crises. Donc c'est une vision très radicale, finalement, qui consiste à dire que finalement, il n'y a rien de mieux à faire. On ne peut pas prédire les crises, on ne peut pas prédire les cracks, on ne peut pas reconnaître si un marché est dans un état de bulle ou non. Les marchés sont efficients. Alors, à l'inverse, Robert Shiller écrit juste après l'attribution du prix Nobel dans The New York Times une chronique que j'ai réduite ici, mais je vais la citer in extenso parce qu'elle me semble très intéressante. Vous pouvez la lire dans son ensemble assez facilement. Donc il dit, juste avant d'aller à Oslo recevoir leur prix, Professor Fama is the father of modern efficient market theory, which says financial prices efficiently incorporate all available information and are in this sense perfect. Donc vous voyez l'idée justement que toute l'information connue est reflétée par les prix. In contrast, I have argued that the theory makes little sense, donc ils vont se rencontrer quelques jours plus tard, except in fairly trivial ways. Of course, prices reflect available information, but they are far from perfect. Along with like-minded colleagues and former students, I emphasize the enormous role played in markets by human error. Donc, je reviendrai justement sur ces biais comportementaux, sur ces erreurs corrélées que les agents font et qui peuvent conduire à des distorsions de prix importantes. Market prices are esteemed as if they were oracles. This view grew to dominate much professional thinking in economics, and its implications are dangerous. It's a substantial reason for the economic crisis we've been stuck in for the last 5 years, for it led authorities in the United States and elsewhere to be complacent about the instability of the global system. Donc, au contraire des affirmations de Fama et de Lucas, Shiller dit que non seulement les prix ne sont pas corrects par rapport à cette valeur fondamentale, qu'il y a des déviations, mais qu'en plus, comme la profession économique et les décideurs ont été élevés dans la culture des marchés efficients, ils prennent justement l'information qui est révélée par les marchés comme une information fiable
Et du coup, ça conduit à une possible instabilité du système parce qu'on ne prend pas les mesures de régulation nécessaires qu'il faudrait pour éventuellement éviter des crises, des bulles, des cracks, etc. Donc, vous voyez que les conséquences du point de vue qu'on adopte sur l'efficience des marchés est absolument crucial pour un certain nombre de problèmes qui touchent la vie de tout le monde tous les jours. Alors donc, comme je l'avais signalé la dernière fois, un certain nombre d'observations remettent en doute l'idée que les prix reflètent l'information parfaitement. En particulier, j'avais cité cet article de Kotler, Potterbass, Summers, qui en 1989 font une étude en particulier des jours où le marché a le plus, le marché américain, les 50 jours où il a le plus bougé après-guerre. Et ils avaient conclu qu'un grand nombre de ces journées importantes, de volatilité importante, n'étaient expliquées par rien. Donc j'ai à nouveau encadré ici le moins 6,73% en septembre 1946, qui est expliqué par No Basic Reasons for the Assault on Prices. Et donc dans leur article, ils disent « The evidence that large moves occur on days without identifiable major news casts doubts on the view that price movements are fully explicable by news ». Donc on est revenu à cette notion de sauts endogènes, de sauts qui sont engendrés par l'activité du marché lui-même, et de ce que Robert Shiller, donc, en 1980, avait appelé l'énigme de la volatilité en excès, excess volatility puzzle, c'est-à-dire que les marchés bougent beaucoup trop par rapport à ce qu'une vision en termes de valeurs fondamentales suggérerait. Donc, voilà un peu le décor. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans les marchés financiers, est-ce qu'en effet, ces marchés fonctionnent de façon à faire apparaître un espèce de consensus qui reflèterait la valeur vraie des sous-jacents? Je pense qu'il est intéressant de commencer par vous dire un petit peu de quel marché on parle et quels sont les acteurs de ces marchés, et puis quelques ordres de grandeur. Donc, dans cette partie que j'ai appelée l'écologie des marchés financiers, je vais commencer par vous décrire très succinctement les différents types de marchés financiers dont on parle. Donc, souvent, on montre des chroniques de prix, et comme elles sont un peu universelles, on n'a même pas besoin de dire de quel marché on parle, mais c'est intéressant de revenir à la base. Et donc, beaucoup des données que je vous ai montrées et que je continuerai à montrer concernent des actions individuelles, donc des actions d'entreprise que tout le monde connaît, ou des indices qui sont des moyennes pondérées différemment d'actions individuelles, donc l'indice S&P, l'indice CAC 40, etc. Mais vous connaissez bien sûr les obligations qui permettent de valoriser un taux d'intérêt. Quel taux d'intérêt entre maintenant et dans 10 ans, par exemple? Il est révélé en quelque sorte par le prix des obligations 10 ans. Prix de matières premières, bien entendu, probablement les premiers marchés financiers du monde, les marchés de céréales dans l'Antiquité étaient des marchés de matières premières, pétrole, etc. Marchés de devises, donc dollars, euros, dollars, yens, etc. Ou de métaux précieux, or, argent, etc. On a des centaines de marchés différents dans le monde. Il y a différents types de marchés. Il y a des marchés dits spot, où donc vous achetez quelque chose tout de suite, et donc l'échange se fait immédiatement. Mais il y a aussi tout un tas de marchés dérivés, comme par exemple les marchés à terme, qui permettent d'acheter à prix fixe dans le futur, ou les marchés d'options, qui sont donc des assurances sur la hausse ou sur la baisse d'un marché spot. Différents types d'acteurs. Alors, les gros acteurs sur les marchés financiers sont les fonds de pension, les investisseurs institutionnels comme les banques, les assurances, les fondations. Je me suis rendu compte récemment, faisant partie du comité de classement de certaines fondations, qu'en fait, l'investissement sur les marchés financiers est une source très importante de revenus de fondations d'intérêt public, par exemple. Les banques centrales, les fonds souverains,
qui interviennent beaucoup sur les marchés de devises, de taux ou d'actions. Les entreprises qui souvent ont besoin de faire des opérations de couverture. Par exemple, si vous êtes une compagnie aérienne, vous avez peut-être envie d'acheter du pétrole en avance pour vos opérations futures. Et puis les fonds d'investissement, donc, qui gèrent de l'argent pour compte de tiers et qui souvent peuvent acheter par exemple des actions, mais peuvent aussi les vendre à découvert, donc prendre des positions acheteuses sur les marchés, mais aussi vendeuses, en considérant que certains actifs sont surévalués. Et donc en prenant ces positions contre un cours, contre une action, en quelque sorte, on contribue à limiter les hausses, on contribue aussi à éviter l'apparition de bulles, et on fait éventuellement un profit sur la baisse de ces actions. Les particuliers, bien entendu, qui, avec le développement des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, a pris un tour assez spectaculaire ces derniers mois. Donc les particuliers cherchent à se constituer une épargne ou ont besoin de liquidités pour des achats immobiliers ou de voitures et autres. Et puis alors, il y a une dernière catégorie sur laquelle je reviendrai beaucoup plus longuement au cours numéro 3, qui s'appelle les teneurs de marché, ou ce qu'on appelle maintenant le trading haute fréquence, qui en fait n'ont pas de vue particulière sur les marchés, ils ne tentent pas d'investir ou de se couvrir, ils cherchent à fournir de la liquidité au marché et à se rétribuer de cette manière-là. Donc un mot aujourd'hui, et puis plus de détails la semaine prochaine. Donc finalement un marché, c'est là où des acheteurs et des vendeurs tentent de se rencontrer, mais il y a un problème fondamental dans cette rencontre, une tension fondamentale, c'est que les acheteurs évidemment veulent acheter le moins cher possible et les vendeurs veulent vendre le plus cher possible. Donc quand on a un acheteur individuel qui rencontre un vendeur individuel, on sait que commence une phase de négociation qui peut être relativement longue avant de se mettre d'accord sur un prix final. Et donc les teneurs de marché, qu'on appelle en anglais des market makers, et donc j'appellerais MM souvent dans ces transparents, se mettent en quelque sorte entre les acheteurs et les vendeurs et permettent de fluidifier les transactions. Donc les market makers offrent en permanence un prix à l'achat et un prix à la vente. Et si les acheteurs et les vendeurs considèrent ces prix acceptables, ils font la transaction avec ces intermédiaires qui, du coup, accumulent un inventaire, doivent s'en débarrasser. Donc il y a toute la problématique du market maker que je décrirai de façon détaillée au cours numéro 3. Alors, l'idée donc, pour les market makers, c'est de vendre toujours un tout petit peu plus cher par rapport à un prix moyen et d'acheter un petit peu moins cher. Donc, c'est ce qu'on appelle la fourchette bid-ask, qui permet aux fournisseurs de liquidités d'engranger un certain revenu avec des risques importants. Mais donc, il faut comprendre effectivement qu'une partie de l'activité qu'on voit dans les marchés est due à cette catégorie d'agents qui est à haute fréquence. Elle participe, donc cette catégorie, à une fraction importante des transactions. On pourrait imaginer même qu'elle participe à 100% des transactions, que chaque acheteur n'interagit qu'avec un market maker et vice-versa. Donc effectivement, leur fréquence de transaction est très importante, mais il faut voir qu'ils ont donc un rôle particulier et qui n'est pas un rôle de spéculation. Alors on pourrait disserter longuement sur pourquoi rendre un marché liquide, à quoi ça sert. Ça va bien au-delà de la discussion que je vais avoir aujourd'hui, mais si les marchés ne sont pas liquides, il y a tout un tas de problèmes qui se posent, en particulier d'instabilité, d'apparition de bulles et finalement d'intermédiaires qui apparaissent spontanément. Et souvent, l'illiquidité des marchés favorise les intermédiaires au détriment des acheteurs et des vendeurs finaux. Donc la compréhension de la microstructure des marchés, du fonctionnement des marchés, est très importante pour comprendre pourquoi, justement, puisqu'on parle de fourniture de liquidités,
cette liquidité peut disparaître et conduire à des crises de liquidité et à des cracks. Et donc, ça sera l'objet du cours numéro 3. Alors, que font ces gens dans les marchés financiers? Donc, différents types de stratégies, à nouveau hors market making, donc, qui font l'objet d'une catégorie à part et que je décrirai plus en détail comme je l'ai dit. Donc, une grande partie des acteurs font ce qu'on appelle une analyse fondamentale pour savoir si une entreprise ou une devise ou le prix du pétrole est surévalué ou sous-évalué. Donc, on essaie de faire un bilan économique d'une entreprise, d'aller dans les bilans annuels, etc., et d'essayer de comprendre ce qui se passe vraiment. On essaie de lire les indicateurs macroéconomiques, de prendre en compte des considérations géopolitiques, etc., pour arriver à une estimation de la valeur. Et en fonction de l'estimation de cette valeur par rapport au prix de marché, on peut décider d'acheter ou de vendre en imaginant justement que cette différence disparaîtra avec le temps et qu'on engrangera la différence. Alors, c'est en fait extrêmement difficile pour des tas de raisons, mais Keynes, dès les années 30, avait compris qu'en réalité, c'est peut-être pas ça ce que font vraiment les gens. Il dit donc investment based on genuine long-term expectations is so difficult as to be scarcely predictable. He who attempts it must surely run greater risks than he who tries to guess better than the crowd how the crowd will behave. Et donc finalement, l'idée ici, c'est que le monde est tellement compliqué, il y a tellement d'incertitudes pour essayer d'estimer cette valeur fondamentale, qu'en réalité, beaucoup de gens démissionnent face à cette tâche quasi impossible et essayent plutôt d'essayer de comprendre, d'anticiper ce que les autres vont faire, plutôt que d'anticiper la valeur réelle de l'entreprise. Schleifer et Summers, dans les années 80, avaient des phrases assez similaires où ils disent que the key to investment success is not just predicting future fundamentals, but also predicting the movement of other active investors. Market professionals spend considerable resources tracking price trends, investor sentiments, and so on. Tracking these indicators makes no sense if prices responded only to fundamental news and not to investor demand. Donc, vous voyez ici dans cette dernière phrase précisément ce que j'annonçais dans le premier transparent. La vision fondamentale, c'est que les prix ne répondent qu'aux nouvelles fondamentales, alors que la vision endogène, c'est qu'il y a aussi une partie qui provient de l'offre et de la demande des investisseurs, quelle que soit la raison pour laquelle ces investisseurs agissent. Et donc on peut dire que une certaine partie des acteurs de marché essayent tout de même de suivre cette analyse fondamentale, mais une autre partie est keynésienne dans le sens où elle essaye justement d'identifier ces biais comportementaux, dont je vais parler au transparent suivant, et non pas de prédire ce que la valeur fondamentale devrait être, mais plutôt ce que les gens vont collectivement décider qu'elle devrait être et du coup acheter en conséquence ou vendre en conséquence. Alors un autre type de stratégie consiste à être tout à fait agnostique justement à la valeur fondamentale, ou en grande partie agnostique à celle-ci, et essayer d'identifier un certain nombre d'anomalies statistiques, de régularités statistiques qui permettent d'investir de façon plus systématique, disons, dans les marchés financiers. Donc on en parlera tout à l'heure, mais je vous montrerai qu'en effet, il existe des tendances au sens statistique, c'est-à-dire que, pour reprendre le langage des browniens fractionnaires du cours numéro 1, on a de l'autocorrélation positive dans les prix ou de l'autocorrélation négative qui permet, de façon relativement faible, mais statistiquement significative, d'anticiper une partie du prix futur, une partie du mouvement du prix futur, simplement en regardant les prix passés. Il y a un certain nombre de saisonnalités qui existent dans les marchés financiers, etc. Donc on peut porter son attention sur ces anomalies statistiques et essayer d'en tirer des signaux d'investissement
sans vraiment essayer de comprendre d'où viennent, disons, la nature économique de ces anomalies. Il y a aussi tout un tas de ce qu'on appelle de primes de risque. La plus simple de ces primes de risque est contenue dans la valeur d'une option. Donc, je vous ai plusieurs fois dit qu'une option, c'était une assurance contre la hausse ou contre la baisse d'un actif financier. Et un assureur, en général, disons, gagne son argent en acceptant de couvrir un risque à votre place. Et donc, par rapport à ces marchés d'options, il y a une survalorisation des options qui permet, par rapport à la théorie de Bachelier, qui consistait à penser que les options sont telles que le profit d'un acheteur d'options ou d'un vendeur d'options est nul. En réalité, ce qui se passe, c'est que comme le risque n'est pas symétrique, comme le vendeur d'options prend un risque qui n'est pas le même que l'acheteur d'options, l'acheteur d'options se débarrasse d'un risque alors que le vendeur d'options le prend, il apparaît dans ses prix d'options une surprime, un supplément de prix qui permet à l'assureur de gagner en moyenne, tout évidemment, tout en prenant un risque qui peut se révéler et conduire à des baisses importantes quand ces risques se matérialisent. Donc en quelque sorte, on peut voir ces primes de risque comme compensant le risque pris par l'assureur. Et puis alors il y a aussi tout un tas de transactions qu'on peut appeler sans stratégie, ou qui sont souvent dans la littérature appelées des noise traders, ou pour des raisons X ou Y, pas très bien identifiées, ou pour des raisons simplement d'épargne passive, vous achetez des actions parce que vous avez reçu un salaire ou une prime et qu'il faut la mettre quelque part, ou au contraire, vous avez besoin de liquidité. Donc il n'y a pas de raison particulière pour laquelle vous achetez ou vendez, mais il y a effectivement une activité dans les marchés qui reflète ces besoins instantanés. Et puis, on a parfois des crises de panique qui conduisent à des cracks importants. Dont on pourrait dire que la stratégie sous-jacente, c'est d'éviter de perdre beaucoup, mais en essayant d'éviter de perdre beaucoup, on contribue évidemment à l'amplification de la panique. Donc, toutes ces stratégies, en particulier les stratégies fondamentales, ou toutes les autres d'ailleurs, peuvent être affectées par un certain nombre de biais, et comprendre les biais est extrêmement important si on veut justement répondre à la question de savoir si les marchés agrègent de façon neutre, en quelque sorte, une information distribuée de façon non biaisée, ou si au contraire, même après agrégation, on va se retrouver avec des biais importants parce que les raisons pour lesquelles les agents achètent ou vendent sont affectées par des biais communs à tous les agents. Donc l'idée, c'est de faire la liste ou d'essayer de comprendre les biais comportementaux prévalents. C'est finalement essayer de répondre à la question de Keynes, qui est comment, en essayant de comprendre la nature humaine, quels sont les mouvements prévisibles du futur qui peuvent émerger à partir de ces biais comportementaux. Alors évidemment, si vous allez sur la page Wikipédia de biais comportementaux, vous allez voir qu'il y a une liste impressionnante de ces biais qui ont été répertoriés. Je ne vais pas les lister tous ici, mais je voudrais en mentionner quelques-uns parce qu'il me semble intéressant et important bien au-delà des marchés financiers, et certains d'entre eux conduiront à un modèle dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, par exemple, il y a un biais d'ancrage qui est bien connu, qui est le fait que la première impression, la première rencontre laisse une impression plus importante qu'elle le devrait. Donc on est influencé par la suite par la première opinion qu'on s'est fait d'un sujet donné. Un biais de confirmation, on a tendance à favoriser les exemples qui confortent une opinion qu'on s'est déjà faite. Un biais intéressant à plusieurs titres, c'est un biais qu'on peut appeler de latence, qui s'appelle aussi stickiness dans la littérature anglaise, anglo-saxonne. Et l'idée de latence, c'est que quand une nouvelle information apparaît, on a tendance à ne pas la prendre forcément à sa juste valeur, en se disant qu'il faut qu'elle soit confirmée pour qu'on puisse en tirer vraiment une conséquence. Donc ça peut être le cas. Ça peut être le cas effectivement qu'une nouvelle information n'est pas vraiment très indicative,
mais souvent on a du mal à justement prendre en compte correctement la quantité d'informations qui est amenée par une nouvelle. Et donc, si vous voulez, c'est le dicton « une hirondelle ne fait pas le printemps », qui est surinterprété en quelque sorte. On peut le voir comme une mauvaise évaluation des probabilités, ce que j'ai appelé ici biased Bayes. Donc, on se rend compte qu'on est très très mauvais à utiliser le calcul de Bayes, d'estimation des probabilités à partir d'observations. Il y a des exemples classiques qui montrent que on est en fait beaucoup trop lent dans son adaptation des probabilités par rapport aux observations qui nous sont données. Et ça pourrait être une des raisons sous-jacentes à ce phénomène de stickiness. On est aussi très mauvais à estimer des probabilités d'événements rares, qu'on a tendance soit à surévaluer, soit à sous-évaluer considérablement. Mais évidemment, un événement rare qui se produit avec probabilité 1 sur 1 million, ou voire plus faible, il est clair que ce sont des événements qui sont très très difficiles à évaluer, même empiriquement, puisque par définition, ils ne se réalisent que très rarement. On a un exemple actuel avec donc les cas de thrombose à la suite de la vaccination AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Estimer ce que ça veut dire vraiment que d'avoir une probabilité sur 1 million de subir ces complications, je pense que c'est évidemment pas à la portée de tout le monde parce qu'on a beaucoup de mal à manipuler ces chiffres extrêmes. On a tendance à surinterpréter le passé, c'est-à-dire à penser que ce qui s'est passé va se reproduire. Donc ça peut prendre plusieurs formes, par exemple une forme technique qui s'appelle la surcalibration. On ajuste un modèle sur les données passées sans se rendre compte que les données passées ne sont qu'une réalisation possible de ce qui aurait pu se produire, et en particulier de ce qui se produira dans l'avenir. Et donc si on surcalibre, si on surinterprète le passé, on peut se tromper dans ces prévisions. Et en quelque sorte, cette surinterprétation du passé peut aussi conduire à des tendances, puisque on a souvent, comme je le disais, tendance à penser que ce qui s'est produit continuera à se produire. Ça veut dire, en termes simples, qu'on a vu une action monter et on pense que ça veut dire qu'elle continuera à monter. Donc on l'achète, ce qui conduit à, en effet, la faire monter. Donc on peut avoir des phénomènes émergents de type tendance qui proviennent justement de cette foi dans le fait que le passé a tendance à se reproduire. Le passé a tendance à se reproduire, mais on a aussi tendance à penser que ce que font les autres est informatif. Peut-être que les autres ont plus d'informations que soi-même, et donc ça conduit à tout ce qui est des biais de mimétisme, ou ce que Keynes avait appelé animal spirits, le fait de voir les gens faire quelque chose nous induit à le faire nous-mêmes. Et donc là, je voudrais citer une phrase bien connue de Poincaré, Henri Poincaré, que j'avais citée à l'occasion de la thèse de Bachelier. « Quand des hommes sont rapprochés, ils ne se décident plus au hasard et indépendamment les uns des autres, et ils réagissent les uns sur les autres. Des causes multiples entrent en action, elles troublent les hommes, les entraînent à gauche et à droite, mais il y a une chose qu'elles ne peuvent détruire, ce sont leurs habitudes de moutons de Panurge. » Un biais qui me semble très très important et qui conduit, je pense, à des développements théoriques qui restent à faire et qui me semblent fascinants, c'est le problème de ce que j'ai appelé ici la barrière de la complexité. C'est-à-dire que souvent, les modèles qui essayent de décrire les prises de décision des agents sont des modèles où le monde est relativement simple. La théorie des jeux, les jeux sont relativement simples, mais dès que les décisions qu'on a à prendre sont dans des contextes compliqués, quand les jeux sont compliqués, par exemple le jeu d'échecs, qui est le plus simple des jeux compliqués, si vous voulez, on a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal à intégrer cette complexité, à la traiter. Et du coup, on se réfugie dans des récits simplificateurs du monde qui permettent d'appréhender le monde non pas dans sa complexité, mais justement à partir de messages simples. C'est important, d'autant plus important que le monde est maintenant submergé d'informations, que
le mot valise infodémie s'est donc répandu maintenant. On le voit dans l'épidémie de Covid, qu'on est submergé d'informations. Et du coup, au lieu d'essayer, parce que c'est très difficile, d'estimer la situation correctement, on se réfugie derrière un certain nombre de mots-clés ou de récits simplificateurs, ce qui a été pointé du doigt par Shiller récemment dans son livre Narrative Economics, où donc on peut penser qu'en effet, au lieu de penser les agents comme comme des machines qui arrivent à traiter l'information de façon non biaisée, on est au contraire, à cause de cette complexité du monde, conduit à adopter des récits qui sont forcément biaisés dans un sens ou dans un autre. Alors voilà donc un parcours rapide à la fois de différents marchés, différents acteurs de marché, différents biais comportementaux. Maintenant, je voudrais vous donner un certain nombre d'ordres de grandeur qui permettent aussi de comprendre ce qui se passe dans les marchés financiers. En commençant par donc, le produit intérieur brut annuel des États-Unis, comme espèce de référence, qui est donc de 20 trillions de dollars. Alors un trillion, ça a plusieurs interprétations. Ça peut être 1 milliard, 2 milliards, mais c'est beaucoup plus souvent 1000 milliards. Et en l'occurrence, ici, je vais utiliser la convention qu'un trillion est 1000 milliards. Et donc, je vous montre ce que peut être l'effet de l'inflation galopante. Voilà un chèque de 100 trillions de dollars de la Banque du Zimbabwe. Et donc, vous voyez effectivement que 1 trillion, c'est 10 puissance 12, et que 100 trillions, c'est 10 puissance 14. Donc, PIB annuel des États-Unis, 20 trillions de dollars. L'épargne individuelle totale aux États-Unis est estimée autour de 10 trillions. La capitalisation boursière des entreprises aux États-Unis, c'est 40 trillions. Alors, par rapport à ces chiffres-là, le volume échangé total sur les marchés actions est à peu près de 0,5% de la capitalisation boursière par jour, de façon relativement homogène quand on compare les entreprises. C'est un chiffre qui est relativement similaire aussi dans les autres zones géographiques. Donc, en d'autres termes, chaque action change de main tous les 200 jours, 1 sur 0,5%, ce qui peut être considéré comme beaucoup ou comme peu, je ne sais pas. C'est difficile en fait, de faire une théorie de ce que devrait valoir ce volume échangé sur les marchés actions. Mais en tout cas, je vous propose de retenir cet ordre de grandeur que 0,5% de la capitalisation boursière est échangée tous les jours. Et ce que j'ai montré ici, c'est un graphe donc, dû à Charles Jones en 2000, où il montre l'historique de cette fraction, cette fois-ci annuelle, annualisée et pas en jours, depuis 1900 jusqu'à 2000, donc sur les marchés américains. Et donc ce que vous voyez, c'est que la ligne rouge est le niveau actuel, en 2020, ce fameux 0,5% qui est donc un peu au-dessus de 120%, 125% par an. Et on voit donc en fait que cette activité était beaucoup plus importante avant la crise des années 30 et est devenue relativement faible dans les années 60. Et puis il y a une croissance séculaire en quelque sorte, relativement régulière, à part un pic ici à la fin des années 80. Et en particulier, ce qu'il faut voir, c'est que entre 1995, donc la fin de ce graphe, et la période actuelle, 2015, ce volume quotidien échangé, Average Daily Volume, ADV, a été multiplié d'un facteur à peu près 2. Vous voyez, on passe d'à peu près 75%, peut-être à 150% en ordre de grandeur. Alors que s'est développé donc ce trading à haute fréquence qui a beaucoup fait parler de lui. Et en réalité, ce qui s'est passé, à cause de l'apparition donc d'un nouveau type de market making qui est devenu électronique et qui a donc accéléré la fréquence des transactions, ce n'est pas que le volume échangé a considérablement augmenté. Vous voyez qu'il était sur une pente ascendante qui s'est simplement poursuivie,
mais c'est plutôt que le nombre de transactions a considérablement augmenté, d'un facteur 10 ou parfois 100 depuis le début des années 2000. Et pour maintenir un volume total constant, ce qui s'est passé, c'est que chaque transaction est en fait beaucoup plus petite. Donc les transactions sont beaucoup plus fréquentes, mais concernent de façon individuelle des volumes beaucoup plus petits pour que le produit des deux soit à peu près constant ou ait évolué de façon relativement modeste. Donc ça, c'est un chiffre qui est souvent oublié dans la discussion du trading à haute fréquence, qu'on a l'impression que les gens se sont mis à faire des transactions à des fréquences inouïes comme des fous tout d'un coup, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait exactement ce qui se passe. C'est à nouveau l'évolution de la microstructure des marchés, de cette organisation en termes de teneur de marché qui a beaucoup évolué et qui sera l'objet, comme je l'ai dit, du cours numéro 3. Alors, poursuivons sur les ordres de grandeur ou les échelles de temps. Donc à l'heure actuelle, effectivement, à cause de cette activité qui s'est transformée de la fourniture de liquidités, de la dynamique de la liquidité dans les marchés, le temps moyen entre deux événements dans le carnet d'ordre est extrêmement court. C'est le trading à haute fréquence. Donc les gens mettent des ordres ou les annulent à des fréquences qui sont parfois nettement inférieures à la seconde. Tout ça étant fait par ordinateur. Mais le temps moyen entre deux transactions consécutives sur les marchés liquides américains sont plutôt de 10 secondes. Et donc ce que je disais, c'est que la majorité de ces transactions sont dues aux teneurs de marché et sont des transactions qui sont en fait relativement petites, donc qui ont évidemment lieu plus fréquemment pour que l'ensemble du volume à écouler soit en effet échangé. Les stratégies que j'ai appelées fondamentales sont des stratégies qui sont en général qui se retournent, donc qui prennent une position acheteuse ou vendeuse et qui débouclent cette position sur des échelles de temps qui sont souvent de plusieurs mois, voire de plusieurs années, alors que les stratégies plus techniques, basées par exemple sur ces anomalies statistiques, sont des stratégies qui, disons pour les plus rapides, sont de quelques heures et qui vont jusqu'à quelques mois. Donc vous voyez, quelques heures, c'est en effet relativement rapide, mais ça n'a rien à voir à nouveau avec les fréquences de la seconde, qui sont des fréquences de market maker. Alors par exemple, les effets statistiques dont j'ai parlé déjà, les effets statistiques systématiques comme le fait que, en fonction de l'échelle de temps à laquelle on mesure la volatilité, vous vous souvenez, le mouvement brownien conduit par définition à une variance des prix qui croît linéairement dans l'intervalle de temps considéré. Et si donc on trace la variance divisée par cette échelle de temps, on définit la volatilité mesurée à l'échelle taux. Et pour un mouvement brownien parfait, quand on n'a pas de prévisibilité du tout des cours futurs, on obtient une ligne horizontale qui veut dire que la volatilité est constante à toutes les échelles de temps. Et en revanche, ce qu'on observe donc, dans les séries financières, c'est une première période où les prix ont plutôt tendance à revenir en arrière, une tendance à la mean réversion, et puis une seconde échelle de temps, au-delà de quelques dizaines de jours, où les prix ont tendance à persister, soit vers le haut, soit vers le bas. C'est ce qu'on appelle les tendances. Et donc les échelles de temps sont une mean réversion sur des échelles de 10 jours, suivie par un suivi de tendance, une tendance à la persistance sur des échelles de temps qui vont de quelques mois à l'année, et à des échelles encore plus longues, et ça sera important dans notre compréhension de ce paradoxe entre marché efficient et volatilité endogène. Les prix ont finalement tendance à revenir en arrière à nouveau, mais sur des échelles cette fois beaucoup plus longues, peut-être de l'ordre de 5 ans. Alors une dernière échelle de temps dont je voudrais parler, qui est très importante parce que pour moi c'est une des plaies de la gestion financière en quelque sorte, c'est que les prévisibilités, les variations systématiques, les rendements moyens d'investissement sont en général très faibles par rapport à la volatilité des cours.
Donc, par exemple, si on regarde l'indice Dow Jones depuis 1900 et qu'on investit dans la bourse, disons, dans son ensemble, le rendement moyen est de l'ordre de 5% par an, mais les fluctuations autour de ce rendement moyen sont de l'ordre de 15% par an. Alors, en fait, une volatilité n'a pas tout à fait les unités de pourcents par an. L'unité correcte d'une volatilité, c'est des pourcents par racine d'année, parce que, disons, grosso modo, c'est un coefficient de diffusion dans le langage du physicien. Et du coup, la comparaison de ces deux quantités fait apparaître une échelle de temps, qui est l'échelle de temps en dessous de laquelle on n'est pas capable d'observer la moyenne, ce que j'ai appelé grand R ici, et au-delà de laquelle cette moyenne apparaît. Autrement dit, une marche aléatoire biaisée de volatilité sigma et de pente moyenne R. Si on la regarde à petite échelle de temps, on ne voit que la volatilité, on ne voit pas la moyenne. Et si on la regarde à très grande échelle de temps, on ne voit que la moyenne, que la tendance à la hausse ou à la baisse, et plus la volatilité. Et donc il y a une échelle de temps caractéristique qui sépare ces deux régimes, qui sépare le régime dominé par le bruit, par la volatilité, du régime dominé par la tendance. Et cette échelle de temps s'obtient en prenant le rapport de la volatilité à la moyenne, R, au carré. Et donc si vous comparez, si vous prenez les chiffres typiques dont j'ai parlé, 5% par an de rentabilité moyenne et 15% par an de volatilité, ça c'est une volatilité déjà relativement basse parce que c'est une volatilité d'indice. La volatilité des actions individuelles est beaucoup plus haute. Et bien vous trouvez que sigma sur R au carré vaut de l'ordre d'une dizaine d'années. Autrement dit, sur des échelles d'investissement courtes par rapport à ces 10 ans, qui sont un ordre de grandeur bien sûr, en fait, même si votre rentabilité est négative, vous pouvez, avec une forte probabilité, avoir l'impression de gagner de l'argent. Il faut attendre au-delà de cette période de 10 ans pour être réellement sûr que ce que vous faites en termes d'investissement a une valeur quelconque. Et donc, évidemment, vous voyez que cette difficulté de séparer bruit et signal, cette échelle de temps très longue qu'il faut attendre pour savoir si un gestionnaire, par exemple, fait bien son travail ou non, permet finalement à un certain nombre de gestionnaires qui n'ont aucun signal particulier d'avoir de la chance pendant 5 ans et d'apparaître comme des gourous. Et au contraire, d'autres qui ont une gestion beaucoup plus saine peuvent passer par des périodes assez longues pendant lesquelles leur investissement a l'air défavorable. Alors, pour moi, cette difficulté de séparer le signal du bruit, ou cette difficulté aussi de percevoir le monde de façon plus générale dans toute sa complexité, conduit effectivement à un certain nombre de biais comportementaux. Et ici, je voudrais vous en citer un qui est relativement connu, qui est le fait que les agents sur les marchés financiers ont tendance à faire trop de transactions, à faire trop d'allers-retours. Avant de vous décrire cette situation sur laquelle on a pu faire des expériences avec des vrais sujets, je voudrais revenir une seconde sur ce que je vous disais à l'instant, sur le fait qu'il est difficile de séparer les bons gestionnaires des mauvais. En réalité, quand on regarde des bases de données assez importantes, on se rend compte que 35% seulement des gestionnaires battent leur indice de référence. Par exemple, les gestionnaires actions, seul 1 sur 3 sur des bases de données importantes font mieux que simplement acheter l'indice et ne rien faire d'autre. Alors vous pourriez penser que même en faisant n'importe quoi, justement, on devrait arriver autour de 50% et non pas à des chiffres inférieurs à 50%. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on achète, qu'on vend, il y a des frais de transaction qui fait que la gestion active est coûteuse et par rapport à une moyenne sans coût, qui serait de suivre un indice sans bouger, on se retrouve à perdre de l'argent. Et puis le dernier chiffre que je voulais vous signaler, mais sur lequel je reviendrai la prochaine fois, qui apporte de l'eau au moulin d'une vision plutôt endogène
par rapport à une vision où de l'information serait contenue dans les transactions et serait donc plus en accord avec l'idée des marchés efficients, c'est que si on essaye d'analyser ex post la fraction des transactions qui réellement anticipaient le mouvement futur des cours, cette fraction est très très faible. Elle est plutôt autour de 1%. Bon, c'est un chiffre qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes. J'essaie d'expliquer comment on estime cette fraction la semaine prochaine, enfin plutôt au cours prochain. Mais ce que vous voyez, c'est que ce chiffre suggère qu'en effet, dans toutes les transactions qu'on observe, beaucoup font n'importe quoi en quelque sorte. Alors, pour justement aller dans le sens de cette idée que ces transactions sont en excès et que le Animal Spirits de Keynes qui conduit les gens à faire quelque chose plutôt que rien, je voudrais citer deux articles. Un article de Terence O'Dean en 1999 qui s'appelle Do Investors Trade Too Much, où il arrive à partir d'analyses économétriques des marchés financiers à la conclusion qu'en effet, les gens achètent et vendent beaucoup trop fréquemment. Et alors on a essayé de mettre sur pied une expérience dans le laboratoire de Carl Holmes que vous écouterez tout à l'heure, où en effet on met des étudiants en face d'un marché financier virtuel et on essaie de comprendre ce que font ces étudiants. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette expérience qui est assez longue à expliquer pour justement comprendre comment on a essayé d'éviter tout un certain nombre de biais qui affecteraient les conclusions. Mais en quelques mots, on met ces étudiants, ces cobayes, dans la situation où ce qu'ils devraient faire, c'est d'acheter l'actif fictif qu'on leur propose au temps zéro et de ne rien faire. Donc collectivement, s'abstenir de transactions. Et naturellement, la valeur de leur actif fictif devrait augmenter de façon à ce qu'à la fin de l'expérience, ils devraient gagner en monnaie réelle, cette fois-ci, disons 300 € pour une demi-journée passée dans un laboratoire, ce qui, pour des étudiants, est relativement intéressant. On leur explique aussi que chaque transaction va leur coûter en impact. On essaie de leur expliquer le mécanisme de l'impact. Et puis, on les laisse faire ensuite. Et donc, ce que vous voyez dans le graphe ici, en haut à gauche, c'est en fonction du temps la position des différents participants aux expériences. Donc, en vert, c'est quand ils sont acheteurs de cet actif fictif, et en rouge, c'est quand ils l'ont vendu. Donc, au début, à temps zéro, ils n'ont rien, et puis, au fur et à mesure du temps, ils achètent et ils vendent. Et vous voyez que, effectivement, ce graphe montre immédiatement qu'ils achètent et vendent énormément. Et parce qu'ils semblent détecter dans cette évolution des prix du sous-jacent fictif des tendances. Ils ont l'impression de pouvoir prédire quelque chose qui est en fait imprévisible. Et on a essayé de leur expliquer de façon précise comment ce cours fictif était construit. Et pourtant, ils essayent effectivement d'avoir un point de vue sur cet actif fictif qui les conduit à agir en dépit du bon sens, en quelque sorte, à acheter et vendre, et à se retrouver à la fin de l'expérience avec un gain quasi nul. Et là, ce qu'on voit donc sur le graphe de droite, c'est une corrélation entre le gain final de ces agents et leur activité sur les marchés. Ce qu'on voit effectivement, c'est que la courbe rouge est décroissante, alors que la courbe noire qui mesure leur activité est croissante. Autrement dit, une anticorrélation entre leur activité, leur frénésie d'acheter et vendre, et via l'impact, l'impossibilité de gagner de l'argent. Donc en effet, on a bien l'impression que ces biais dont Keynes parlait, mais qui ont été documentés depuis, sont bien présents et font que les transactions sont très très majoritairement des transactions qu'on pourrait appeler bruitées. Alors, donc, dans cette quatrième partie, je voudrais vous expliquer comment on peut essayer de construire un modèle qui, en quelque sorte, peut réconcilier l'idée de
cours qui à court terme, de prix qui à court terme s'écarte de la valeur fondamentale, mais qui à long terme, voire à très long terme, ne s'en écarte pas infiniment. C'est-à-dire qu'on a un ancrage à la valeur fondamentale qui est dominant à très très long terme, et on verra que le très long terme, c'est plusieurs années, tout en s'en séparant sur des échelles de temps courtes. Alors ce que je vous ai montré ici, avant de construire ce modèle d'agent, ce modèle phénoménologique des prix des marchés financiers, c'est deux observations empiriques qui mettent en évidence l'existence de tendances dans les marchés financiers, de tendances donc de persistance des montées et des baisses, si vous voulez, sur des échelles de temps de quelques mois. Donc sur le graphe de gauche, ce que vous voyez, c'est une espèce de corrélation cumulée, où la façon peut-être la plus simple de le comprendre, c'est vous observez le cours depuis 5 mois. Si ce cours a monté dans les 5 derniers mois, vous prenez une position acheteuse de 1. S'il a baissé, vous prenez une position vendeuse de moins 1. Et vous accumulez cette espèce de profit fictif. C'est une façon de mesurer la corrélation 5 mois dans le passé, 1 mois dans le futur du cours correspondant. Et alors si vous faites ça sur un portefeuille relativement important de contrats divers et variés depuis 1700, donc sur des échelles de temps très très longues, vous voyez une courbe qui monte, ce qui veut dire que la significativité statistique de cette corrélation entre cours passé, entre tendance passée sur 5 mois et variation du prix futur sur le mois qui suit est extrêmement significative. Le t-stat de cette courbe est au-delà de 10, donc clairement cette corrélation existe et elle existe depuis toujours. Et elle ne s'est pas ralentie dans les dernières années, c'est ce que fait apparaître le zoom sur la dernière partie. Réellement, on voit apparaître dans les marchés financiers cette tendance à la persistance, cette tendance à la confirmation d'une tendance passée, justement. Mais une autre façon de représenter ces données, c'est de faire un graphe qui, sur l'axe des X, et la variation de prix, ou la variation du log du prix sur un certain nombre de jours passés, donc ici 5 mois, et sur l'axe des Y, la variation du prix du même actif sur les T sur 5 jours futurs. Donc ici, c'est pour rester en accord avec le graphe de gauche, on passe de 5 mois à 1 mois, donc c'est une façon de représenter les choses. Donc une variation du prix sur du moyen terme prédit une variation de prix sur un terme plus court dans le futur. Et alors ce que vous voyez, donc, c'est en rouge les points correspondant à 120 jours boursiers, donc à peu près 5-6 mois. Et autour de 0, on a une pente positive, ce qui veut dire effectivement une corrélation positive entre variation de prix passé et variation de prix futur. Autrement dit, une tendance. Mais quand on augmente l'échelle de temps, quand on passe de 120 jours, qui est le cas de la courbe de gauche, à 480 jours, 5 ans, disons, non, pas 5 ans, 3 ans, on voit la corrélation se retourner. Donc ici, on voit plutôt, tout ça est bien sûr très bruité, on voit plutôt une tendance à une pente négative, c'est-à-dire un retour à la moyenne. Les augmentations passées sont suivies par des baisses futures. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est construire un modèle qui essaye de reproduire ces observations et, comme je le disais, essayer de tout de même ne pas mettre complètement jeté aux orties l'idée que la valeur fondamentale d'un actif est un petit peu corrélée au prix de cet actif sur les marchés financiers. Donc les ingrédients du modèle que je vais vous proposer, c'est des ingrédients où donc, les agents qui forment ce marché ont une certaine offre et une certaine demande, veulent acheter ou vendre l'actif correspondant. Et cette offre et demande est dominée par 3 types d'effets.
une analyse fondamentale, du type de celle que je vous avais expliquée, mais qui est bruitée. Chaque agent prend en compte un certain nombre d'informations, mais en oublie certaines. Chaque agent est éventuellement biaisé dans son estimation de cette valeur fondamentale, et chaque agent peut être aussi influencé par ce que disent et pensent les autres. Comme autre ingrédient, on mettra un suivi de tendance explicite, c'est-à-dire qu'en effet, quand les gens observent une augmentation des prix, ils ont tendance à acheter et vice-versa. Et puis finalement, il y a un flux de nouvelles qui agitent les marchés et qui font aussi varier les prix. Donc, cette approche, on va l'appeler phénoménologique, elle a une grande tradition en physique, même si vous verrez tout à l'heure, je citerai quelques articles qui ont été écrits par des économistes, dont Carl Holmes. Donc l'idée, c'est de postuler une loi un peu générale sur l'évolution du prix. Donc lambda dP sur dt, ça va être l'équation du mouvement du prix en quelque sorte. Et le membre de droite, c'est le déséquilibre entre offre et demande agrégée. Donc ce petit d va être positif s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et négatif dans le cas contraire. Donc on postule ici une loi linéaire entre variation de prix et demande agrégée, avec un coefficient lambda qui est en quelque sorte une mesure de la liquidité. Pourquoi ? Parce que donc, vous voyez que si lambda est très important, donc si la liquidité est grande, le marché est capable d'absorber une très forte demande en excès ou d'offres en excès sans faire bouger beaucoup le prix. Et réciproquement, si lambda est faible, un petit déséquilibre entre offre et demande peut conduire à une grande variation de prix. Alors, toute l'idée de ce modèle phénoménologique va être d'essayer de construire cette fonction de demande en fonction du prix, de la valeur, V, de la dérivée du prix, de la dérivée de la valeur, peut-être d'autres choses encore. Donc, la première équation, ça va être l'évolution du prix de marché, et la deuxième équation, ça va être l'évolution de la valeur fondamentale, qui bien sûr n'est pas une quantité directement observable, parce que sinon ça serait trop facile. Donc, mais on va supposer qu'il existe une valeur fondamentale non observable qui évolue pour des raisons justement fondamentales, pour des raisons macroéconomiques avérées, donc avec des V sur dt, un terme de taux de croissance à long terme et un terme de volatilité. Alors ici, je vais en fait toujours, puisque les échelles de temps vont être longues, il est important de choisir plutôt des logs de prix et des logs de valeur plutôt que le modèle de Bachelier de prix et de valeur. Mais c'est un petit peu un détail. Donc le log de la valeur augmente comme une marche aléatoire et le log du prix, lui, est couplé à la valeur indirectement par l'offre et la demande des agents qui essayent de se former une idée sur cette valeur. Donc, à la fin de l'argumentation, cette fonction demande en excès et offre en excès va avoir la forme suivante. Elle va être formée de 4 types de termes. Le premier va provenir de l'agrégation de l'analyse fondamentale des agents qui s'y livrent, et donc aura la forme d'une fonction de la différence entre prix de marché et valeur, ce qui est assez intuitif, effectivement. Un deuxième terme proviendra des agents qui suivent les tendances, et donc ce deuxième terme sera une fonction de la tendance observée. Et donc la tendance, ça va être une valeur moyenne dans le passé des variations de prix. Donc cette moyenne exponentielle des variations de prix défalquée de la variation de valeur observée. Un troisième terme qui va provenir de l'apparition de nouvelles. Et un quatrième terme qui provient du fait que les agents ont tous leurs raisons idiosyncratiques d'acheter ou de vendre et qu'on va simplement mettre dans un terme de bruit habituel.
Donc, comme je l'ai dit, dans la construction de ce modèle, il faut se souvenir que V, la valeur ou le log de la valeur n'est pas observable, mais seulement estimé par les agents qui ont chacun un biais que je vais appeler epsilon i. Et donc l'analyse fondamentale de l'agent i, qui aura un poids WI, une fortune par exemple à investir WI, on va supposer qu'elle a une forme générique qui est une fonction de la différence entre le prix de marché et la valeur estimée avec son biais par l'agent i. Et cette forme générique va posséder un premier terme linéaire. Donc l'idée c'est que plus le prix est différent de la valeur, plus cette demande va être importante. Et donc avec un signe moins qui est que si le prix est supérieur à la valeur, l'agent I voudra vendre. Et puis des termes dans le développement que j'avais qualifié de Landau la dernière fois, d'ordre de plus en plus élevé, qui gardent la symétrie correcte, c'est-à-dire qui changent de signe quand on change la différence entre prix et valeur estimée. Alors, il faut ensuite agréger ces différentes demandes individuelles. On fait un certain nombre d'hypothèses. Je vais un peu passer rapidement sur les calculs. Mais à la fin, effectivement, de ce calcul d'agrégation, en supposant par exemple qu'il n'y a pas de corrélation entre le poids des agents, leur fortune investie, et le biais qu'ils ont dans leur estimation de la valeur, on arrive relativement simplement à faire apparaître un certain nombre de termes. Donc, si on appelle delta la distorsion de prix, c'est-à-dire la différence entre prix et valeur, on arrive, en agrégeant ces différents termes, à reproduire le premier terme fondamental, f, qui a donc une forme qui est en quelque sorte héritée de la forme simple que j'ai supposée. Donc, il s'écrit moins a bar delta moins c bar delta cube, plus éventuellement des termes plus élevés. Et puis un terme de suivi de tendance que je vais supposer linéaire dans la tendance. Et puis à nouveau, un terme de bruit qui provient du fait que les agents sont hétérogènes et en nombre n fini. Et puis un terme qui provient de l'apparition de nouvelles. Alors, je vais vous dire quel type de résultat on tire de cette approche très simple et qui permet justement d'illustrer les paradoxes dont j'ai parlé jusqu'à présent. Alors, première limite, imaginons qu'il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de suivi de tendance, petit g vaut 0. Le paramètre A bar, que je vais appeler un paramètre d'ancrage à la valeur fondamentale, donc plus A bar est important et plus les agents sont sensibles à cette valeur fondamentale estimée, et plus A bar est faible, plus au contraire le prix peut se découpler de cette valeur fondamentale. Donc si on fait cette hypothèse que A bar est positif et que C bar, le terme non linéaire, est nul, on arrive à une équation d'évolution de la distorsion du prix, qui est une équation linéaire, avec un premier terme de retour à la moyenne. Tout a été fait pour avoir ce terme de retour à la moyenne. Et puis deux autres termes, l'un qui provient des effets purement idiosyncratiques, et l'autre qui provient de l'interprétation que les agents font des nouvelles, des informations nouvelles qui apparaissent, avec un coefficient qui peut être soit supérieur à 1, soit inférieur à 1, ce qui veut dire qu'on peut, de façon systématique, au niveau de la population des agents à part entière, soit systématiquement surestimer l'impact des nouvelles, soit le sous-estimer par rapport au prix. Et donc la différence entre qui et 1, c'est justement une mesure agrégée de la tendance des agents dans les marchés financiers à surestimer ou sous-estimer les informations qui apparaissent, l'impact des informations qui apparaissent. Alors ce premier modèle purement linéaire est déjà très intéressant parce qu'il permet de faire apparaître une dynamique de distorsion de prix qui, à temps court, alors à partir de ce coefficient A bar sur lambda, on construit une échelle de temps qui est lambda sur A bar. Et à des temps courts par rapport à lambda sur A bar, on a une volatilité du prix
qui est en excès par rapport à la volatilité de la valeur. Donc, la théorie des marchés d'efficience, c'est que les prix suivent la valeur, donc la volatilité des prix, ça devrait être la volatilité de la valeur fondamentale, mais on voit qu'à temps court, on a des termes supplémentaires qui proviennent à la fois des faits idiosyncratiques, ce dernier terme ici, et aussi du fait qu'il peut y avoir une mauvaise appréciation, une mauvaise interprétation des nouvelles qui tombent, et cette mauvaise interprétation conduit à un terme supplémentaire, un terme positif, qui est une augmentation de la volatilité. Et puis à temps long, on a en fait une saturation de la distorsion des prix, donc une variance de delta carré. Delta, c'est à nouveau l'écart entre prix et valeur, qui sature, et qui sature à une valeur qui est à nouveau d'autant plus grande que Qui-1 est grand ou que les effets idiosyncratiques sont grands. Donc, on voit ici à la fois la possibilité d'une volatilité en excès à temps court, mais une distorsion de prix qui ne diverge pas à temps long, parce que, in fine, l'ancrage se fait et on a donc un prix et une valeur qui coévoluent correctement, mais avec des écarts entre les deux qui peuvent être importants. Donc, la théorie des marchés efficients suppose implicitement que lambda sur A bar, donc cette échelle de temps de convergence est petite, donc que très rapidement les prix et la valeur se synchronisent, que les agents n'ont pas de biais systématique, autrement dit que l'interprétation des nouvelles se fait de façon non biaisée, donc qui est proche de 1. Et puis, souvent aussi, on a besoin de supposer que les marchés sont constitués d'un très grand nombre d'agents, et donc que les effets idiosyncratiques tendent vers 0 comme 1 sur n. Et dans ce cas-là, on trouve des prix qui collent à la valeur fondamentale. Alors que dans les marchés réels, je vous montrerai justement des calibrations de ce type de modèle sur des données réelles, on a plutôt tendance à voir que ce temps d'ancrage est très long, et de l'ordre de plusieurs années, avec une volatilité à temps court qui est 2 à 5 fois plus grande que ce qu'on peut estimer être la volatilité vraie. Autrement dit, on a un chiffre à mettre derrière cette idée de excess volatility puzzle de Shiller. Donc, la calibration de ce type de modèle permet de quantifier un petit peu les écarts à l'efficience des marchés. Alors, quelques mots, parce que je vois que l'heure tourne et que ça deviendrait un petit peu technique de vous détailler ce qui se passe dans le cas où on rajoute un terme de suivi de tendance. Il se trouve que le modèle s'enrichit considérablement et devient ce qu'on appelle en théorie des systèmes dynamiques l'oscillateur de Duffing-van der Pol, c'est-à-dire une équation du deuxième ordre sur la distorsion de prix qui contient un terme de friction effective qui peut devenir négatif, mais qui est stabilisé non linéairement, et un terme de retour à la moyenne qui est ce fameux delta plus delta cube dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc l'oscillateur de Duffing-van der Pol peut, vous allez le voir, décrire un tas de situations très très différentes les unes des autres. Mais pour résumer, cet oscillateur de Duffing-van der Pol, quand on l'écrit sous forme réduite, ne contient que 2 paramètres, alpha et bêta. Alpha est donc la force de rappel vers la valeur fondamentale. Vous voyez qu'elle est reliée au coefficient A bar dont je parlais tout à l'heure. Et donc si alpha est positif, on a bien une stabilisation vers la valeur fondamentale, mais on peut très bien considérer des cas où alpha est négatif. Et dans ce cas-là, on pourrait parler d'effet Veblen, c'est-à-dire le fait que je veux un bien parce qu'il est cher, donc une courbe de demande qui ne décroît pas en fonction du prix, mais qui augmente, ou un effet moutonnier, si cet actif est cher, c'est qu'il doit y avoir une raison qui m'échappe. Et donc on peut avoir effectivement des effets de mimétisme qui peuvent, in fine, conduire à une valeur de A bar négative. Mais le problème reste bien défini parce que grâce au terme en delta cube ici, la dynamique va rester bornée. Le deuxième paramètre de cet oscillateur, c'est bêta. Donc quand bêta est positif, c'est-à-dire un effet de suivi de tendance faible, ce petit g ici
qui apparaissait donc dans le terme de suivi de tendance. S'il est suffisamment faible, dans l'analogie oscillateur, on a une friction positive, donc un ralentissement des mouvements. Alors que si on est dans le cas où les gens suivent vraiment les tendances de façon très agressive, on a un deuxième terme potentiellement déstabilisant qui conduit à une friction de ces oscillateurs qui est de façon effective négative. Alors voilà le diagramme de phase dans le plan moins alpha, moins bêta. Malheureusement, la convention de signe a été inversée, avec une dynamique dans l'espace des phases. Donc ces petits schémas représentent la dynamique, le portrait de phase dans le plan delta, delta point. Et vous voyez tout un tas de dynamiques possibles. C'est un modèle très amusant. Donc entre le cas où il ne se passe pas grand-chose, donc où on a convergence vers un équilibre unique, le cas où en fait, l'équilibre unique se sépare en deux équilibres possibles, et puis l'apparition de cycles limites, etc., en fonction de la valeur de la friction. Donc malheureusement, je n'ai pas le temps de détailler pour vous ce diagramme des phases. Voilà deux articles, Holmes et Rand et Schenk-Hoppe en 1996, où vous pourriez aller regarder de façon plus détaillée cette dynamique. Mais simplement pour l'illustrer de façon simple, donc par exemple si on se retrouve dans cette région du diagramme de phase avec un alpha positif, donc un terme de retour vers un équilibre, mais un suivi de tendance fort, donc une friction négative, vous voyez apparaître des oscillations qui correspondent donc dans le portrait de phase à des rotations autour d'une ellipse. Si on rajoute du bruit à cet oscillateur, on obtient des schémas qui ressemblent plus à ce qu'on voit dans les marchés financiers, où évidemment on n'observe jamais des périodicités aussi marquées. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce type de modèle peut être calibré sur des données réelles, et en particulier une calibration sur l'indice Dow Jones fait apparaître que pour calibrer au mieux les données, on a besoin d'un alpha légèrement négatif, donc peu d'ancrage à la valeur fondamentale à nouveau, et une valeur de bêta, donc une friction positive, mais très faible. Ce qui veut dire que dans le diagramme de phase, on est à peu près sur ce point-là, donc le point où apparaissent deux solutions stables de la dynamique, mais juste leur apparition, et avec une friction qui reste positive. Donc, ce qu'on tire de cette calibration, ce qui est très intéressant quand on prend un peu de recul, c'est qu'on suppose qu'on ne connaît pas la valeur fondamentale, bien sûr, c'est une observable qui est latente, mais grâce à la calibration, on arrive à en extraire la trajectoire la plus probable. Et donc ce que vous voyez ici, les courbes en orange, c'est une reconstitution à partir des données de prix de ce qui devrait être la valeur la plus probable de la valeur du Dow Jones ici. Et donc tous les écarts entre la courbe bleue du prix et la courbe orange de la valeur sont ce que j'ai appelé la distorsion de prix delta. Et quand on regarde la variance de cette distorsion de prix, l'objet, si vous vous souvenez, dont j'avais parlé ici, c'est-à-dire cette variance long terme de la distorsion entre prix et valeur, on trouve que le prix est grosso modo dans un intervalle entre 1,6 et 1 sur 1,6 de la valeur. Donc le point central, c'est 1, c'est la valeur elle-même, mais on a une possibilité, donc, à partir de ces données empiriques, d'avoir des prix qui diffèrent d'un facteur très important de 60% à la hausse ou à la baisse de cette valeur fondamentale. Et puis par ailleurs, si on observe l'histogramme de cette distorsion des prix, on a l'impression à l'œil de voir deux bosses et donc de voir effectivement ce que ce type de modèle à la Van der Pol suggère, c'est-à-dire l'existence en fait de deux points fixes possibles, donc d'un point fixe où le prix sous-évalue de façon systématique la valeur et d'un point fixe où le prix surévalue cette valeur. Alors que le point fixe où le prix est égal à la valeur est devenu instable et donc est devenu le point qui est localement moins probable que les deux autres.
Alors c'est une observation relativement fragile, mais sur laquelle certains chercheurs ont récemment attiré l'attention. Alors pour finir, je voudrais rapprocher cette observation d'une conjecture qui a été faite par Fisher-Black, le même Black, le Black de Black et Scholes, dans un article tout à fait extraordinaire de 1985 qui s'appelle Noise, et où il dit We might define an efficient market as one in which the price is within a factor 2 of value. The factor 2 is arbitrary, of course. Intuitively, though, it seems reasonable to me in the light of sources of uncertainty about value and the strength of the forces tending to cause price to return to value. By this definition, I think that almost all markets are efficient almost all of the time. C'est donc, en quelques phrases, ce que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui, c'est que, effectivement, il y a tellement de causes d'incertitude sur cette valeur fondamentale que le paramètre d'ancrage, ce que j'ai appelé petit à barre dans le modèle, est très faible et donc conduit à des temps de retour à la moyenne qui sont très longs, plusieurs années, et un écart, une variance de delta, si vous voulez, un écart de la valeur du prix et de la valeur qui est dans la calibration 1,6 et donc qui est en fait relativement proche, en quelque sorte, de l'intuition de Black qui avait dit un facteur 2. Donc vous voyez finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut résumer en quelque sorte la problématique, les marchés sont-ils efficients, à un seul chiffre qui est cette variance de delta. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est un facteur 2, comme disait Black, ou plus faible? Et les données empiriques semblent suggérer effectivement qu'en effet, elles sont grandes. Le point de vue classique serait que cet écart est tout petit, que peut-être que les prix sont en permanence à moins d'1% de la valeur fondamentale, ce qui paraîtrait extraordinaire. Mais c'est donc, à nouveau, pour résumer en un seul chiffre, ce point de vue classique. Donc, en conclusion, les marchés sont-ils efficients? Comme je viens de le dire, le point de vue classique, qu'on pourrait appeler le point de vue de Fama, c'est que les prix reflètent la valeur fondamentale et ne changent que lors de nouvelles imprévisibles, que les prix sont donc des marches aléatoires parce que les nouvelles qui apparaissent, la partie imprévisible des nouvelles est par définition non anticipable et conduit à des changements de prix non anticipables. Et en effet, c'est bien le cas. J'avais insisté là-dessus et je vous remontre ici un graphe qui, à temps court, en particulier sur des échelles intrajournalières, sur des échelles de temps de l'ordre de quelques minutes à quelques heures, montre un rapport de la volatilité mesurée à l'échelle taux divisé par taux qui est particulièrement plat, donc des prix qui sont particulièrement aléatoires en quelque sorte à temps court, ce qui est perçu par les tenants de la théorie des marchés efficients comme une victoire ultime, qui vous dit que même à très haute fréquence, les prix ne reflètent aucune déviation par rapport à une marche aléatoire et donc certainement ne peuvent que révéler une valeur fondamentale qui, elle, fluctue aléatoirement. On verra une autre interprétation plus tard. Et donc, c'est une théorie où, effectivement, il y a peut-être du bruit, mais ce bruit se corrige très, très rapidement, peut-être même à l'échelle de la seconde. Les marchés sont donc, puisque la valeur fondamentale ne varie que parce que des informations nouvelles apparaissent, effectivement, les marchés peuvent tomber quand on a un tremblement de terre à Tokyo, mais ne peuvent pas s'emballer spontanément. Au contraire, on a ce point de vue alternatif que je peux appeler donc de Shiller-Black, qui est qu'au contraire, les prix évoluent au gré des transactions qui sont majoritairement non informées. Je parlais de 1% de transactions informées tout à l'heure, tout en restant quasi diffusifs. Alors pourquoi des transactions non informées peuvent laisser le prix quasi diffusif? Ça va être une des questions importantes à explorer. Les prix ne sont que faiblement couplés à la valeur objective, je l'ai dit, facteur 2 de Black, ils n'y reviennent qu'à très long terme. Et je vous ai proposé une modélisation en termes d'agents qui a été explorée par plusieurs chercheurs, dont des chercheurs, disons, économistes, et qui ont l'intérêt de pouvoir un petit peu quantifier ce débat. Donc, à nouveau, si on prend cette direction de recherche,
la possibilité d'avoir un découplage entre prix et valeur sur des échelles de temps relativement longues finalement, qui iraient jusqu'à quelques années, permettrait de comprendre, ou en tout cas de formuler une théorie qui reste à formuler, pour comprendre pourquoi la dynamique des prix est si universelle à des temps relativement courts par rapport à ce temps où on converge on ne converge pas, où on s'ancre à la valeur fondamentale. Voilà, donc à nouveau pour aller plus loin, des références sur la page d'accueil du cours, et dans un quart d'heure, je vous propose de revenir écouter Carl Holmes qui va nous parler justement d'expériences sur des sujets qu'on peut faire pour comprendre leurs biais comportementaux. Voilà, merci.